politique comme un sport de combat auront été servis. Un exemple parmi d'autres à propos des migrants qu'on évoquait à l'instant, cette escarmouche entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Il faut dénoncer les accords du Touquet, qui nous obligent à garder chez nous des personnes dont la Grande-Bretagne ne veut pas chez elle. Bon, d'abord, ce ne sont pas les accords du Touquet, c'est les accords de Canterbury, qui ont été renégociés au moment du Touquet, mais peu importe, tout le monde n'est pas obligé de connaître exactement le dossier. Voilà, ça résume l'état d'esprit. Benjamin Sportouche, le match Juppé-Sarkozy a bien eu lieu. Oui, et comme prévu, les deux hommes se sont affrontés sur l'alliance avec le centre, mais chacun est resté sur sa position. Nicolas Sarkozy agitant le chiffon rouge, François Bayrou et Alain Juppé plaidant lui pour un rassemblement sans compromission. Ce qui est marquant, c'est que sur ce point, Nicolas Sarkozy s'est retrouvé isolé. Aucun des autres candidats ne l'a suivi dans son offensive contre le président du MoDem. Et globalement, l'ancien chef de l'État a été la cible de tous ses concurrents dans une sorte de front anti-Sarkozy. Sur le ni-ni notamment, ni gauche ni Front National, il s'est retrouvé dans le viseur de Nathalie Kosciusko-Morizet, favorable au Front républicain. Mais pas que, il a aussi concentré les attaques sans surprise d'un Jean-François Copé, mais aussi de Bruno Le Maire. Au final, Nicolas Sarkozy n'a pas réussi à mettre en difficulté son principal rival Alain Juppé, le maire de Bordeaux qui a pris soin d'esquiver les coups, de rester au-dessus de la mêlée chaque fois qu'il le pouvait. Pas sûr que ce deuxième débat ait fait bouger les lignes, mais il reste encore un peu plus de 2 semaines avant le premier tour. Benjamin Sportouche, c'est Alain Juppé qui sortirait vainqueur de ce débat selon un tout premier sondage Elab pour BFM TV, 34% contre 24% pour Nicolas Sarkozy. François Fillon, assez haut, 15% des téléspectateurs l'ont jugé le plus convaincant. Certains étaient devant leur télé hier soir, non pas pour être convaincus, mais pour organiser la riposte. Ce sont ces militants socialistes réunis au siège parisien de la rue de Solferino, suivis pour RTL par Olivia Leray. Au début, l'ambiance est plutôt studieuse. La cinquantaine de militants du Parti Socialiste n'a Dieu que pour Twitter. Le hashtag prend garde, l'objectif, se rassembler pour démonter la droite. La pensée générale. On se fait chier, c'est vide. Plus le débat avance, plus les militants se débrident. Tout y passe. La cravate de François Fillon, le regard d'acteur de Bruno Le Maire, Nathalie Kosciusko-Morizet qui brille, Nicolas Sarkozy. Mais quel goujat ce mec, c'est pas possible. Chaque intervention est commentée et démontée comme les lapsus de Jean-François Copé. C'est ce qu'il a dit? Il a dit qu'il voulait des ministres de gauche. Alors je pense qu'il n'en trouverait pas des ministres de gauche pour faire des prix. Copé, je suis persuadé qu'il a un paquet de popcorn sous son pupitre. Et qu'il en prend à chaque fois que quelqu'un tape sur un autre. Même les militants les moins jeunes se sont mis sur Twitter pour critiquer le programme des candidats de la droite. Celui-ci a 72 ans. J'apprends cette technologie du 21e siècle. Les échecs sa forme, dit Sarko. Offrons-lui un complément de formation. 46 retweets. Pas mal. Pas mal. À la fin du débat, Olivia Polski, secrétaire nationale du PS, dresse ce bilan. Je pense que c'est le meilleur moyen de remobiliser les électeurs de gauche, c'est qu'ils viennent écouter et qu'ils se rendent compte du désastre de ce qu'il va nous être proposé. En tout cas, les rires et la joie des militants PS présents rue de Solferino hier soir étaient à l'unisson. Voilà, reportage RTL d'Olivia Leray. Et à l'Alvagram à Paris où se tenait donc ce débat, Jérôme, une manifestation de policiers. Oui, ils sont venus. Ce soir de notre émission autour du deuxième débat des candidats à la primaire de la droite et du centre, débat qui est toujours en cours, mais on va déjà débriefer tout ce qui s'est dit depuis 20h30 avec nos 4 invités. Tout d'abord Véronique Kreistout, bonsoir, merci d'être avec nous, directrice générale de Dentsu Consulting. Vous êtes spécialiste en fait des réseaux sociaux et on va voir avec vous l'impact de ce débat sur les réseaux sociaux. Jean-Daniel Lévy, bonsoir. Merci d'être là également, directeur du département politique et opinion de Harris Interactive. Olivier Biscay, journaliste, bonsoir. Auteur notamment de Ennemis de 30 ans sur les relations entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, un livre publié aux éditions du Moment. Et puis notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis, merci d'être avec nous. Alors le premier débat n'avait pas vraiment fait bouger les lignes entre les différents candidats de la primaire. Jean-Daniel, non, vous n'avez pas l'air tout à fait d'accord. En tout cas, celui-ci, il apparaît beaucoup plus punchy, à l'image de la campagne qui s'est quand même durcie depuis le premier débat. Oui, François Fillon avait quand même tiré un tout petit peu son épingle du jeu du dernier débat. Il y avait eu la révélation Jean-Frédéric Poisson qui est apparu comme étant une personnalité peu connue de la part des Français, qui avait été identifiée et donc n'avait pas tiré un bénéfice électoral en tant que tel. On a pu voir quand même que dans les différentes intentions de vote, ou en tout cas sur les regards en termes de présidentialité, François Fillon a quand même réussi à créer un petit peu d'espace sur qui est le troisième homme entre lui et Bruno Le Maire. Là, c'est vrai qu'on est sur un débat qui était un débat qui avait été considéré déjà comme intéressant de la part des Français, où il faut rappeler qu'il y avait plusieurs millions de Français qui avaient regardé, qui avait suscité un vrai débat par la suite, mais qui avait été jugé comme étant assez
conforme, assez plat. Voilà. Là, effectivement, on a changé complètement de registre, déjà avec des acteurs qui ne sont pas entrés de la même manière dans le débat. Ils étaient plus posés, moins tendus. On a vu des personnes qui riaient, on a vu des lapsus qui ont même été des lapsus qui ont été assumés de la part de différents candidats, dont Jean-François Copé, qui a appelé à faire en sorte qu'il y ait plus de ministres de gauche. Je crois que ce soit pas exactement sa ligne politique, en tout cas celle qu'il défend en tant que telle. Et puis avec des interpellations, à gauche, effectivement. Et puis avec des interpellations entre les candidats beaucoup plus marquées que lors de la dernière fois, et avec une capacité de rebond qui a fait que ça apparaît tout ceci comme étant un peu moins figé que le premier débat, effectivement. C'est également votre opinion, Olivier Biscay? Oui, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus détendu, moins figé en effet. Et puis on a assisté à des dialogues pertinents, durs entre Nicolas Sarkozy, notamment, qui a été la cible, je dirais, de toutes les attaques pendant ce débat. Et par exemple, Nathalie Kosciusko-Morizet, Bruno Le Maire. Je trouve que Nathalie Kosciusko-Morizet était plutôt brutale vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. Elle n'a rien laissé passer et elle l'a parfois mis en difficulté sur quelques sujets. Il y a une petite passe d'armes entre les deux, où Nicolas Sarkozy lui a dit, vous savez, c'était un peu sur le ton mi-figue, mi-raisin, on ne savait pas si il plaisantait ou pas. Je suis pas sûr de te reprendre dans un de mes gouvernements. Pas certain qu'il plaisantait. C'est un peu ambigu, il a laissé planer le doute. Jean-Louis, qu'est-ce que vous avez pensé de ce débat? Alors, d'abord, le premier débat, quand même, n'avait pas quand même fait bouger beaucoup les lignes, malgré tout. Hein, puisque François Fillon s'est retrouvé à la 3e position, ce qu'il était avant le débat. Donc, et ce débat-là ne fera peut-être pas beaucoup bouger les lignes non plus. Mais qu'est-ce qui fait qu'il a été plus intéressant que le premier? Ça tient, je crois, au fait du sujet traité. Parce qu'en réalité, dans le premier débat, il était beaucoup question de l'économie, avec beaucoup de chiffres, auxquels les gens, qu'est-ce qu'est la différence entre 100 milliards d'euros d'économie ou 80 milliards d'euros, si ce n'est que dans un cas, il y en a plus que... Oui, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc on était beaucoup plus dans l'abstrait. Quand on rentre sur les questions qui ont été évoquées ici, même celles qui ont été qualifiées de politiciennes par un certain nombre d'intervenants, par exemple les problèmes de François Bayrou, le problème d'alliance avec le Front National, on est rentré sur des questions très concrètes. Quand on rentre sur comment on traite la question des migrants, les questions scolaires, les questions de sécurité, les gens sont confrontés parce qu'ils les voient bien à Stalingrad, ils voient bien le problème de leurs gosses à l'école. Donc en fin de compte, c'était plus concret et donc beaucoup plus intéressant. Il y avait une petite contradiction dans ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que j'ai trouvé quand même quelquefois des piques assez violentes qui ne tenaient pas simplement à Mme Kosciusko-Morizet et à M. Sarkozy. Quand même sur la question dès le débat, sur la question des accords du Touquet, Nicolas Sarkozy a été véritablement un peu accusé de la responsabilité de ce qui se passait à Calais jusqu'à il y a 48 ou un certain nombre de jours. Sur la question de l'alliance avec Bayrou, ça a l'air d'une question marginale. Et je crois que Sarkozy a bien montré que c'était pas du tout une question marginale, parce que c'était problème de l'alliance une fois la présidentielle. Sur d'autres questions de ce genre, on voyait qu'il y avait quand même un véritable débat entre eux et des débats de fond qu'on ne voyait pas, à mon avis, dans le premier débat sur les questions économiques où tout le monde, grosso modo, était d'accord. Olivier Biscay, c'est vrai que sur François Bayrou, par exemple, qui a été omniprésent dans la campagne ces derniers jours, est-ce que vous pensez que l'échange entre les candidats a été de nature un peu à éclairer ? Je rejoins M. Gombault, c'est vrai qu'on a clairement des Frances différentes qui apparaîtront après le 27 novembre ou après la présidentielle. La France de Nicolas Sarkozy avec le centre sans François Bayrou, c'est pas la France d'Alain Juppé avec le centre et François Bayrou. Donc il y a des positionnements différents qui se sont présentés et révélés au cours de cette soirée. Vous êtes d'accord, Jean-Daniel ? Un, je suis d'accord. Deux, ce qui est intéressant, c'est que Nicolas Sarkozy était entré dans le dernier débat sans être véritablement au centre du jeu. Là, Nicolas Sarkozy a choisi le moment qui serait le moment de cristallisation relativement fort. C'est lui qui, depuis quelques jours, met en avant l'alliance avec François Bayrou. François Bayrou, d'ailleurs, a publié une longue tribune sur Facebook ce week-end, qui a été d'ailleurs assez largement partagée. Je pense que Véronique pourra en attester. Et le fait que ça soit un des enjeux du débat ce soir montre bien que déjà le premier objectif de Nicolas Sarkozy est atteint. Pourquoi parle-t-il de François Bayrou? Parce que déjà c'est un repoussoir pour une partie de l'électorat, qui est un électorat de la droite. Si on prend la dernière enquête que nous avons réalisée, la cote de confiance de François Bayrou lorsqu'on interroge des sympathisants républicains n'est que de 25%, c'est-à-dire moins que celle qui est exprimée de la part de cette même frange de l'électorat à l'égard de Marine Le Pen. Donc il y a
un regard qui amène à dire on ne veut pas de François Bayrou, non pas que aujourd'hui Nicolas Sarkozy souhaite faire changer d'avis des électeurs d'Alain Juppé, ça n'est pas le cas, mais il souhaite faire en sorte qu'il puisse y avoir des électeurs qui apprécient Nicolas Sarkozy, qui n'ont pas l'intention d'aller voter, qui se disent si le risque c'est de retrouver avec une droite qui est une droite entre guillemets molle au pouvoir en 2017, on préfère voter en faveur de Nicolas Sarkozy. C'est l'objectif, à mon avis, qui est recherché de la part de l'ancien président de la République. Jean-Louis. Je partage ce point de vue. En fin de compte, lorsqu'ils mettent en avant la question de Bayrou, ils disent à Juppé, tu ne pourras pas gouverner. Tu ne pourras pas gouverner parce qu'en fin de compte, tu t'allies avec des gens qui sont contre nous, de manière démocratique, bien sûr. Donc, en fin de compte, cette question, moi, personnellement, ces derniers jours, elle me paraissait tout à fait marginale. Et effectivement, je suis apparu à travers ce débat. C'était quelle sorte d'alliance au lendemain? En revanche, Nicolas Sarkozy vous a convaincu sur ce point-là, parce qu'autrement, sur un autre point, où il apparaît quand même qu'il était un peu logique quand il dit « je voterai François Hollande en cas de deuxième tour », je pense que là, il a fait une erreur par rapport à son électorat, et on l'a vu à l'occasion... Je voterai François Hollande face à Marine Le Pen. Qu'est-ce que j'ai dit? Face à François Bayrou. Marine Le Pen. Je voterai donc François Hollande face à Marine bien Le Pen. certain. Et on voyait bien à travers le débat, je pense que par rapport à son électorat, je ne parle pas des questions morales, etc., il a fait là peut-être un faux pas parce qu'il voulait changer de pied, si je puis dire. Il a fait un faux pas parce qu'il voulait changer de pied par rapport à la réputation qu'il avait, mais ce changement de pied me semble être, par rapport à son électorat, une erreur. Il n'a pas assumé ce soir. Non, il n'a pas pas du tout assumé ça. Oui, mais voilà, l'erreur est faite. Véronique, effectivement, sur les réseaux sociaux, cette question de François Bayrou, elle vous est apparue importante. Elle a pu sembler effectivement, au début des attaques de Nicolas Sarkozy contre le clan Juppé, un peu marginale peut-être dans ce débat politique. Est-ce que sur les réseaux sociaux, les Français, les citoyens, les électeurs de droite se sentent concernés? En fait, avant le débat, c'était un sujet qui était relativement important, en tout cas qui a mobilisé essentiellement sur Facebook. En revanche, durant ce débat, c'est pas la partie qui a le plus intéressé les internautes, loin de là. Ils ont plus relayé les sujets, comme vous le disiez justement, d'éducation, parce que ça leur parle concrètement. Et quand on regarde la visibilité des différents messages pendant l'émission, en fait, on voit que les trois sujets qui sont arrivés en premier, c'est l'immigration, le terrorisme et l'éducation. Et finalement, les sujets de politique politicienne ont été moins commentés qu'ils ne l'ont été avant le débat lui-même. Voilà. Même si sur l'éducation, le sujet a été traité très rapidement, quand même, parce que c'est la fin du débat, quand même. Ça a duré quelques minutes. Mais au début de l'émission, ils en ont parlé, et du coup, ça a été relayé. C'est-à-dire sur les réseaux, on a souvent un petit effet de décalage, et ils l'ont relayé un petit moment, en fait. Sans doute peut-être trop rapidement sur l'éducation, alors que beaucoup de candidats de droite veulent en faire un thème assez fort de campagne, Jean-Louis. Sur l'éducation, ça a été effectivement bref. D'ailleurs, ça a continué 5 minutes après notre prise de micro. Mais alors, le grand trou, c'est l'Europe. C'est l'Europe qui devait être un des thèmes majeurs. Oui. C'est le premier dossier qu'aura à traiter notre futur président de la République, puisque la question du Brexit sera négociée à partir du mois de mars. Et on ne sait toujours pas ce que pensent ces 7 personnes sur cette question absolument fondamentale. Et il apparaît, je pense, que ce deuxième débat est le plus important des 3. Parce qu'en réalité, si, on verra demain les sondages, les réactions, etc., si l'un des 7 ne s'est pas véritablement détaché et que Juppé continue, en gros, avec cette inertie qui le caractérise face aux coups qu'il reçoit, je ne vois pas comment le troisième débat pourrait départager le deuxième et le troisième, ou le premier par rapport au second. Mais cela dit, entre le deuxième et le troisième débat, il peut se passer évidemment des choses qui peuvent faire évoluer la situation. Inertie, c'est le mot qui, selon vous, caractérise je suis frappé. Alain Juppé, il est là, il gère son affaire. Oui, favori des sondages, il n'a pas changé de stratégie lors de ce second débat, selon vous? De toute façon, en fait, son intérêt, c'est de ne pas créer de coins sur lesquels il peut être potentiellement ennuyé. Donc, en fait, on voit bien qu'il n'ouvre pas d'espace, qu'il ne crée pas de tensions ou de points sur lesquels il peut y avoir des aspérités à l'égard de son programme qui seraient de nature à pouvoir le mettre en difficulté. D'ailleurs, on a bien vu lorsqu'il a été question de François Bayrou, il a répondu une fois. Il a répondu une deuxième fois et tout de suite il a dit je ne refuse de répondre à tout type de questions par la suite. Et même lorsqu'il a été relancé par Jean-Frédéric Poisson, il a quasiment refusé de répondre en tant que tel à la question en disant qu'il avait déjà répondu en tant que tel. Il est dans une situation qui est une situation confortable. Il sait qu'aujourd'hui il bénéficie déjà d'une image qui est une image
assez bonne, qui préexistait d'ailleurs à sa montée dans les sondages, parce qu'en fait, les sondages ne sont que le révélateur d'une situation qui est une situation d'opinion intérieure, plus d'ailleurs qu'ancien ministre des Affaires étrangères, que ancien Premier ministre en tant que tel, et autour de l'idée d'une personne qui apparaît comme étant relativement rassembleur et d'une image contrastée, notamment par rapport à Nicolas Sarkozy. Donc quand on interroge les Français, on voit bien qu'il n'y a pas d'engouement à l'égard aujourd'hui d'Alain Juppé, il n'y a pas une capacité à pouvoir qualifier en tant que tel son programme, et même son programme à caractère économique en tant que tel, mais une satisfaction, qui est une satisfaction d'ailleurs plus forte de la part d'électeurs de gauche, du centre, que d'électeurs de la droite traditionnelle. Et ce qui est frappant chez Juppé, c'est qu'il a carrément une stratégie présidentielle. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans la conquête de la primaire comme peuvent l'être les autres. D'ailleurs, c'est le seul à avoir dit le président de tous les Français. Alors que les autres disent on applique le programme de la droite, on progresse le programme de la droite. Parce que pour eux, le vrai problème, c'est de gagner la primaire, alors que lui part de l'idée que maintenant il est déjà un coup d'avance. Olivier Biscal, vous vouliez intervenir justement sur Alain Juppé. Oui, moi j'ai trouvé Alain Juppé assez mal à l'aise sur la question des centristes finalement, et de François Bayrou, parce que finalement, vous avez raison, il ne s'est pas étendu sur le sujet, et il sait très bien que comme Bayrou est repoussoir dans l'électorat de droite, il n'en a pas fait trop quand même. Il est resté très en retrait et a répondu sobrement aux questions. Oui, et il a insisté, je n'ai rien promis à François Bayrou, il ne m'a rien demandé. Oui, c'est important de clarifier la situation, parce qu'il a été attaqué toute la semaine par les sarkozystes sur le deal qu'il pourrait y avoir entre les deux hommes. Et il a voulu montrer à l'électorat ce soir que ce n'était pas le cas. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est revenu sur Valérie Pécresse, sur une femme à Matignon, voilà, ouvrant les possibilités. Oui, alors qu'on attend également le ralliement de Xavier Bertrand, qui l'a repoussé de quelques jours. Selon vous, Jean-Daniel, il pourrait rejoindre quel camp, Xavier Bertrand? J'en ai aucune idée. Aucune idée. J'ai une petite idée, mais enfin, en tout cas, je ne risquerai pas ici un pronostic. On sait que Xavier Bertrand est aujourd'hui une des figures emblématiques de la victoire de la droite, en tout cas dans cette mesure la victoire de la droite aux dernières élections régionales, qu'il ne joue pas le coup de la présidentielle de 2017 comme il avait pu l'imaginer, mais peut-être qu'il pense d'ores et déjà à 2022, je ne suis pas dans la tête de Xavier Bertrand, mais on peut se rappeler que une des personnalités qui était l'emblème de la victoire de la gauche en 2004, c'était Ségolène Royal, et qu'elle a pu en bénéficier en 2006 au cours du débat de la primaire et candidate en 2007 à l'élection présidentielle. Donc il y a peut-être une stratégie de la part de Xavier Bertrand de ne pas trop se positionner, ou en tout cas de personnalité qui apparaît comme étant l'image emblématique de la victoire d'un camp politique à un moment donné. Oui. Simplement, si Xavier Bertrand prend position pour Alain Juppé, là, pour Nicolas Sarkozy, je crois que c'est un coup extrêmement important. Valérie Pécresse qui le lâche, quoique elle était plutôt du côté de Fillon, mais enfin quand même un de ses anciens ministres quand même assez emblématique, une de ses anciennes ministres emblématiques. Xavier Bertrand également un de ses anciens ministres assez emblématique. Là, ça serait pour Nicolas Sarkozy quelque chose d'assez grave. Même si quasiment tout oppose aujourd'hui Xavier Bertrand et Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, Gérald Darmanin a tenté ces dernières semaines de les rapprocher tous les deux. Il n'y parvient pas. Et ça sera assez logique que Xavier Bertrand, au regard du programme que porte Alain Juppé, rejoigne l'ancien Premier ministre. Enfin bon, ça ne serait pas non plus étonnant, quoi. Sur la troisième place, qui est toujours disputée, qui sort gagnant de ce deuxième débat selon vous? François Fillon, est-ce qu'il consolide la troisième place? Fillon sans conteste, Véronique? Sans conteste. En tout cas, sur ce qu'on a pu voir sur les réseaux, c'est clairement Fillon. Pour plein de raisons. Lesquelles, par exemple? Déjà, la première, si on regarde la part de voix, qui n'est pas un sondage qui n'est pas représentatif des intentions non plus, qui n'est pas prédictif, mais qui vous donne quand même une réalité de l'intérêt. En part de voix, clairement, sur les 7 candidats, Fillon arrive en deuxième position, parce que si vous regardez, c'est Nicolas Sarkozy en vert qui arrive en premier, suivi de François Fillon derrière avec 30 000 messages, 44 000 pour Nicolas Sarkozy. Juppé arrive en troisième et le maire arrive loin derrière. Et d'ailleurs, globalement, dans tout ce qu'on a pu constater en lisant sur les réseaux, le maire est le grand perdant de ce débat. Il n'était pas là, il s'est trompé. Sur un certain nombre de sujets. Il est devenu presque... Il avait déjà raté le premier et là... Oui, il s'est dit qu'une cravate, voilà. Il s'est dit qu'il préparait moins, ça sortait moins. Mais là où je dis qu'il a nettement gagné Fillon, c'est que si on regarde après ce qu'on va appeler
les battles de supporters, c'est-à-dire finalement une partie du bruit vient-il de vos supporters ou est-ce que ce sont finalement des relais? C'est intéressant de voir que là, c'est les supporters de Nicolas Sarkozy qui se sont le plus exprimés parmi les supporters, suivis de ceux de Bruno Le Maire. Donc c'est pas parce que vous avez une équipe dynamique et efficace qui fait du bruit que pour autant ça vous donne de la visibilité et ça convainc forcément les autres. Suivi ensuite de Alain Juppé avec près de 22% de part de voix et enfin François Fillon. Donc en fait on voit qu'on a beaucoup parlé de lui. Ce ne sont pas ces supporters qui ont déclenché ces discussions. Donc c'est quand même un sujet de se dire que pendant le débat, on a eu plus de messages sur François Fillon, certes souvent des messages neutres, mais une réalité qui est quelque chose qu'on constate depuis un moment, qui est que finalement, il a une porosité plus forte sur d'autres populations. Et pendant ce débat, c'était une fois de plus assez flagrant. D'accord, c'est ce que vous ressentez également dans vos enquêtes d'opinion, Jean-Daniel Lévy. En tout cas, c'est ce qu'on avait ressenti à ce moment-là. On va commencer à travailler sur le deuxième débat. Là, c'est un peu tôt. Dans quelques minutes, sachant que l'effet d'un débat, il se traduit à travers deux types d'appréciation. La première appréciation, c'est de la part des téléspectateurs, ceux qui ont effectivement regardé toute partie d'une émission, mais pas uniquement. Nous-mêmes, les éditorialistes qui vont œuvrer ce soir sur d'autres chaînes de télévision ou de radio, demain matin, dans les journaux, à la radio, à la télévision, il y aura un bruit qui va se dégager et qui aura également cette forme d'influence. Et on sait que la manière dont peut se maturer une opinion et la manière dont les Français peuvent être amenés à évoluer, c'est non seulement d'être confrontés directement à une communication politique, comme c'est le cas ce soir, mais également autour du bruit médiatique qui va entourer ceci et qui va justement avoir tendance à façonner une partie de l'opinion. Le fait que, par exemple, à l'issue du premier débat, il y ait un regard quasi unanime de la part des éditorialistes en disant Bruno Le Maire est passé à côté, a raté son débat, a contribué à accélérer une image qui, d'ailleurs, était globalement partagée de la part des téléspectateurs. Donc il y a le débat en tant que tel, et puis également il y a la manière dont les uns et les autres vont pouvoir commenter ce débat et qui va avoir une influence sur le jugement dans un premier temps et puis sur le comportement de l'autre. Le deuxième aspect, je pense, qui me paraît important, c'est qu'il peut y avoir une différence entre l'appréciation qu'on peut avoir d'un candidat et le comportement électoral qui peut par la suite en découler. En 2011, on l'avait vu de manière extrêmement manifeste, où Manuel Valls était une des révélations politiques, avec des électeurs qui avaient découvert Manuel Valls, qui avaient découvert sa jeunesse, dans une certaine mesure, parce qu'on est jeune à un peu moins de 50 ans en France, des propos sur la sécurité, sur la nation, sur l'autorité, sur la laïcité, sur la République, qui tranchait un peu par rapport aux prises de position traditionnelles du Parti socialiste, avec un personnage qui apparaissait comme étant relativement neuf, qui était extrêmement convaincant et dans cette mesure avec un discours qui apparaissait comme étant séduisant aux yeux des électeurs, sans que pour autant il disait « j'ai envie de lui confier la responsabilité tout de suite ». Mais il a bénéficié de ces traits d'image qui lui ont permis par la suite de pouvoir apparaître comme étant légitime à Beauvau, puis à Matignon, pas uniquement la théorie on fait 5% à la primaire et on finit à Matignon, c'est on fait une primaire qui est une primaire réussie en matière de contenu politique pour par la suite apparaître comme étant légitime à des postes à responsabilité. Et sur ce point, Bruno Le Maire a raté à la fois le premier débat et aussi ce débat-là, visiblement. C'est toujours le même problème. Quand on rate la première marche, c'est très difficile de réussir la seconde. Ça, c'est toujours le premier. En revanche, Madame Kosciusko-Morizet, qui n'avait pas percé l'écran lors du premier débat, moi je l'ai trouvé très punchy, répondant sur toutes les questions et les dossiers. Voilà, alors ce débat vient de se terminer, donc on va pouvoir diffuser quelques extraits et les commenter ensemble. Je vous propose par exemple de réentendre tout de suite Alain Juppé quand il s'est exprimé justement à propos de François Bayrou. On vient d'en parler, donc Alain Juppé et Nicolas Sarkozy sur François Bayrou. On écoute cet échange. Voilà, Jean-Daniel, petit commentaire là sur ce qui vient d'être dit par Alain Juppé. Ça correspond en fait un peu à ce qu'on a dit de manière c'est-à-dire que, Nicolas Sarkozy, pour la première fois, quasiment depuis 3 semaines, arrive à imposer une thématique de campagne. 2, ça n'est pas n'importe quelle thématique de campagne, c'est une thématique de campagne qui cherche à disqualifier dans une certaine mesure Alain Juppé, autour d'une prise de position qui est forte de la part de Nicolas Sarkozy, qui veut dire, si je suis président de la République, vous aurez vraiment un président de droite aux responsabilités, non pas qu'il souhaite s'adresser à l'ensemble de l'électorat, ça n'est pas l'objectif de Nicolas Sarkozy, on peut penser, mais que le premier objectif de la part de l'ancien président de la République, c'est de faire en sorte qu'il y ait la mobilisation maximale de la part des sympathisants républicains, et d'ailleurs quand on voit bien dans les intentions de vote aujourd'hui, c'est là où il pêche le plus, et c'est là où il a la plus grande difficulté
un potentiel qui existe, mais en même temps un électorat qui ne se déplace pas de manière suffisamment importante en termes de nombre pour pouvoir lui assurer une bonne place au premier tour et la victoire dans le cadre du deuxième tour. Alors, François Hollande a été aussi évidemment critiqué par les candidats à cette primaire de la droite et du centre. Notamment, il y a une violente charge de François Fillon. On va l'écouter tout de suite. Et je l'ai dit tout. La question, c'était de savoir, en cas de duel au deuxième tour de la présidentielle entre Marine Le Pen et François Hollande, pour qui vous voteriez? François Fillon a choisi de ne pas choisir. C'est ça, et c'est lui qui a porté la plus violente charge contre François Hollande ce soir lors de ce débat, Olivier Biscay. Oui, il reste sur sa ligne développée depuis quelques jours. Pas de compromission, exemplarité, honnêteté. Puis imaginez que ce soir, il dise à son électorat, écoutez, entre les deux, je préfère choisir François Hollande. C'est le château de cartes qui s'effondre parce qu'il a quand même fondé toute sa campagne autour de l'inverse, du contraire. Donc il a plutôt l'intérêt de tenir sa ligne ce soir, c'est ce qu'il a fait face à François Hollande. On ne se rend pas compte, est-ce qu'on se rend compte de ce que M. Hollande est considéré comme le loser total garanti? C'est-à-dire, en fin de compte, dans le débat, en fait de compte, sa réponse, c'est Hollande n'existe plus. C'est ça. Et ça, je veux dire, on n'a jamais entendu dans un débat politique. Et pas seulement à droite, Jean-Louis. Non, mais c'est parce que dans l'opinion c'est comme ça. On se permet, on est candidat à la présidence de la République, de dire le président de la République d'aujourd'hui n'existe plus. Donc effectivement, le raisonnement est parfaitement logique. Je n'ai pas besoin de me prononcer sur une hypothèse complètement ubuesque, rocambolesque, qui n'a aucun sens. Et donc, quelque part, effectivement, ils font une leçon de ce point de vue à M. Sarkozy en lui disant « Mais c'est nous qui allons gagner. La question ne se posera pas. » Jean-Daniel, oui, vous vouliez prolonger le propos de Jean-Louis? Les électeurs de droite n'ont jamais reconnu la victoire de François Hollande. C'est-à-dire que quand on prend les enquêtes à l'issue du deuxième tour de l'élection présidentielle, on a uniquement 10% des électeurs de Nicolas Sarkozy qui déclarent faire confiance et accorder leur confiance à François Hollande. On peut rappeler qu'on avait plus d'un tiers des électeurs de Ségolène Royal qui, en 2007, avec le Nicolas Sarkozy de l'époque, dont on peut rappeler qu'il était teinté d'une forme d'inquiétude du point de vue de l'opinion, qui suscitait la confiance de la part des sympathisants de gauche. Donc, depuis le 6 mai 2012, les électeurs de droite veulent leur revanche et passent par perte et profit François Hollande en tant que président de la République. Encore un extrait du débat ce soir, c'est lorsque Nicolas Sarkozy a assuré qu'il ne se représenterait pas pour un deuxième mandat en 2022, si bien sûr il est élu président de la République en 2017. On écoute Nicolas Sarkozy. Voilà, et on a noté le plan sur Alain Juppé avec cette petite pique. J'aurai 67 ans en 2022. Alors il a déjà 70. Mais oui, alors que, 71 même pour Alain Juppé. Et du coup, Juppé lui a répondu sur l'âge aussi. Il a repris le mandat. On ne va pas parler. On voit que Sarkozy a aussi de l'humour. Oui, parce qu'il y a eu peu de petites piques ce soir entre Alain Juppé et quand même Nicolas Sarkozy. Ils se sont observés, mais il n'y a pas eu d'échange entre les deux principaux candidats. Pas d'échange, mais quand les piques ont été là, elles ont été savoureuses. Plutôt drôles, habiles. Voilà, ils se connaissent tellement, ces deux hommes-là, depuis 40 ans que... Oui, vous qui avez écrit sur leur entente... Ou leur inamitié plutôt. Oui, en effet. Ils s'entendent si bien que finalement, ils ne s'adressent que des regards, ils savent très bien dans quel cours ils jouent, sur quel ring ils jouent. C'est très différent de l'échange qu'on a pu avoir entre NKM et puis Nicolas Sarkozy, où là c'était beaucoup plus brutal. Elle avait à montrer qu'elle était capable de le défier aussi. En tout cas, ils sont deux à annoncer se présenter pour un seul mandat, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy. Peut-être même François Fillon. Il n'a pas été très clair, mais de choix personnel. Il n'a pas été très clair. Enfin, si on lit un peu entre les lignes, on peut considérer qu'il n'y va que pour un mandat. Autour de l'idée qui est une idée assez singulière. Pour mener des réformes, il faut accepter d'être impopulaire, au risque de ne pas souhaiter justement et convaincre les Français et opter pour un nouveau mandat potentiel, c'est-à-dire un jugement final des électeurs. Donc il y a une forme d'inversion d'ailleurs par rapport à ce qu'a pu être la tradition de la Ve République, avec un mandat qui est confié et puis à la fin des électeurs qui peuvent juger ou pas de l'appétence qui peut être donnée aux candidats sortants.
Pour finir, Véronique, Jean-Louis l'a souligné tout à l'heure, les thèmes qui étaient abordés dans le débat de ce soir étaient très concernants pour les Français, pour les citoyens, pour les électeurs. Quels ont été les sujets les plus discutés sur les réseaux sociaux? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'éducation grandement, même si effectivement, comme vous le soulignez, c'est plutôt un sujet qui était abordé à la fois, mais dès le début de l'émission, en fait, on en a parlé. On peut aborder, sans doute. Ceci dit, je ne sais pas si vous aviez noté, mais Najat Vallaud-Belkacem avait tweeté juste avant sur le sujet. Donc on sentait que c'était un sujet qui allait être abordé, il était attendu, donc peut-être que ça explique aussi pourquoi c'est un sujet qui ressortait pas mal. Après, évidemment, l'immigration et le terrorisme sont les deux sujets qui ont été les plus commentés. Et qu'est-ce qui différencie ce soir sur les réseaux sociaux le premier débat du deuxième débat? Alors déjà, le volume, tout simplement. Oui. Alors est-ce que c'est lié aux chaînes sur lesquelles c'est passé, peut-être. Mais le premier débat a suscité 212 000 messages. Et le deuxième débat, on est autour de 110 000. Je dis autour parce que... Donc moitié moins. Oui. Ça voudrait dire qu'il y aurait 2 millions, parce qu'il y a eu 5 millions. On va voir les audiences, mais... Ça veut dire moitié moins d'audience? Non, c'est pas toujours mécanique. C'est pas toujours mécanique, mais ça veut dire que, en tout cas, le sujet a suscité moins d'intérêt ou moins d'envie de débattre. Alors que le ton était quand même plus punchy. Alors que le ton était le débat était moins formel. Maintenant, il faudrait un peu plus de temps pour rentrer dans le détail, mais je pense que réellement il y a aussi un sujet de la virulence des messages en soi. Il y a plus d'opposition. La première fois, il y avait des commentaires, beaucoup de commentaires aussi sur la forme. Là, il y en avait moins. Moins sur la couleur de la robe, sur des choses passionnantes, moins sur la cravate ou pas cravate. Au départ, sur Bruno Le Maire qui avait remis sa cravate. Quelques sujets de ce type-là. Quelques blagues. Malheureusement pour Nathalie Kosciusko-Morizet, c'était l'un des sujets. La dernière fois, c'était la robe. Et là, il y avait pas mal de gifs animés qui montraient qu'elle était à bout de nerfs et qu'elle allait partir du plateau. Je sais pas quoi. Voilà. Mais globalement, peut-être moins de messages, mais plus costaud et plus sérieux que la première fois. Il nous reste quelques secondes, Jean-Daniel. Ce qu'on sait, c'est qu'on parle beaucoup de tout ce qui est la communication non verbale, etc. Là, en fait, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, mais même d'une manière générale, lorsque nous, on interroge les Français, ils ne vont pas uniquement juger le fond, d'ailleurs, sur ces aspects, ils ont du mal, mais également la posture en tant que telle a un rôle important. François Fillon, au premier débat, a vraiment gagné la bataille de la forme. Merci à tous les quatre d'être venus sur ce plateau ce soir pour le débrief de ce second débat de la primaire de la droite et du centre. Le troisième et dernier débat avant le premier tour, ce sera le 17 novembre. Merci à tous de nous avoir suivis.